Regardez-les bien, hommes et machines, brossés, astiqués, tout neufs. Jamais plus vous ne les reverrez comme cela. Pendant 20 jours, ils vont vivre crottés, harassés, gris de poussière, de sable et de boue. À Vincennes aujourd'hui, c'était la dernière répétition avant le vrai spectacle sur toile de fond africaine. Un simple petit bain de boue. Minuscule sur sa grosse BMW, voici Gaston Raillet, le Belge, champion du monde de motocross. Incapable de mettre en route tout seul sa machine, il a exigé qu'on lui installe un démarreur électrique. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un véhicule à 6 roues, 4 roues motrices, 2 roues crabotables avant, un V8 de 350 chevaux et un châssis multitubulaire et une carrosserie en plastique. Une belle réalisation de Thierry de Montcorget. Ex-pilote de Formule 1, voici Jochen Mass, qui tente une mission impossible, amener à Dakar une grosse Mercedes Coupé 500, 2 roues motrices. Après quelques petits tours dans la gadoue, ils ont tous repris le chemin du Bercail, c'est-à-dire le chemin de la place de la Concorde. Samedi, repos pour tout le monde. Dimanche, fini la rigolade. Bonjour l'aventure. Protection constante de la balise Sarlat, reliée jour et nuit à un satellite. Et sa Range Rover est sponsorisée, entre autres, par un célèbre groupe d'assurance. Bref, une aventure placée sous le signe de la sécurité. Quoi de plus normal quand on fait équipe avec le fils d'un secrétaire d'État à la sécurité. C'est en effet son grand copain, Daniel Franceschi, qui tiendra le volant. C'est son père, Joseph, chargé de la sécurité du premier secrétaire, qui avait recommandé à François Mitterrand ce militant aussi discret que bon conducteur. Un militant qui ne devrait pas être trop dépaysé. Ce genre de rallye ressemble au fond assez au combat politique, plein d'embûches, de choses-trappes, de mirages parfois dangereux, sans oublier de parfois bien rudes, traversées du désert. Sur une première étape Paris 7 qui passera par Orléans, Châteauroux, Limoges, Brive et Toulouse, puis ce sera l'embarquement à 7 pour Alger. Cette installation, ça c'est pour nous bien sûr un petit coup de publicité pour TF1 et c'est l'avion King Air, l'avion Thomson TF1 que nous allons utiliser. Mais nous allons voir tout de suite, donc résumons vos moyens. Deux avions de transport DC-3. Il y a 2 avions de transport DC-3, un qui est un PC radio interne à la course, dans lequel il y a, et c'est important de le souligner, 16 militaires qui nous sont confiés donc par l'armée de terre, qui sont des officiers et sous-officiers, qui sont spécialisés en logistique et en suivi justement d'avance d'une colonne aussi importante. Ensuite, il y a un autre avion DC-3 qui lui est un PC presse, qui permet aux journalistes de passer leurs copies par le téléx et par la phonie. Et enfin, nous avons 3 avions légers, dont un est équipé d'un homing, c'est-à-dire d'un... Une caserne de pompiers en Yvelines. L'entraînement quotidien est répété jusqu'à l'automatisme pour éviter toute perte de temps qui pourrait être fatale. Ces hommes généreux sont toujours prêts à répondre à nos appels de détresse. Mais cette fois, pour 7 d'entre eux, c'est à l'appel du désert qu'ils ont répondu. 2 camions d'assistance et 3 motos sont engagés dans cette aventure africaine. Les embûches, les risques, les imprévus, ils aiment et ils en redemandent. Mais comment imaginer que sur cette moto crottée, le lieutenant Putsch s'amuse utile? En effet, il teste le matériel et met à l'épreuve sa résistance physique et son sang-froid. Ces expériences, il va les mettre à profit dans ses interventions de sauvetage. L'esprit d'aventure, d'entreprise, le goût du risque aussi, mais le risque organisé, fait partie de notre métier. C'est pour ça que ce métier doit être organisé, sérieux, pour pouvoir le faire sans crainte et mener à bien toutes nos opérations. Philippe Hervé est l'administratif du groupe et sa générosité dans la vie comme dans l'effort l'a poussé à devenir pompier bénévole. Être pompier bénévole, c'est donner déjà une grande partie de son temps à la communauté. C'est une façon comme une autre de participer à la vie de sa commune et puis de sortir un peu de l'environnement classique. C'est dans le même état d'esprit que vous partez sur Paris-Dakar? Bien sûr, les pompiers sont habitués à travailler en équipe. Naturellement, ça s'est reconstitué dans un Paris-Dakar. Avec le capitaine de La Fontaine, pompier et bénévole aussi, l'équipe est sécurisée. Il dirige le SAMU de l'hôpital Necker.
Paris-Dakar représente pour lui un champ d'expérience. J'avoue que c'est pour mon plaisir, mais je crois que c'est bon de pouvoir voir jusqu'où va la résistance humaine et surtout au sein d'une équipe structurée comme la nôtre. À l'heure où les derniers pétards rentreront du réveillon, 7 hommes en rouge s'élanceront vers l'aventure investis d'une mission, représenter dignement tout le corps des sapeurs-pompiers. 7h30 ce matin, la Concorde est noire de monde. Ils sont des milliers à préférer les vapeurs d'essence aux vapeurs d'alcool. Fête du showbiz et surtout des sponsors. Certaines grandes marques n'hésitent pas à fournir des budgets de 6 millions de francs à des écuries de course. Le Paris-Dakar, c'est devenu pour y participer une course à l'argent, mais tout le monde ne touche pas le gros lot. Sans moyens, certains pourtant attirent quand même l'attention. Ils n'hésitent pas à braver le désert sans argent et en 2 chevaux. Avec un budget de 50 000 francs, le strict minimum, Pierre David en est tout de même de sa poche pour participer. Il n'a pour toute publicité que les autocollants officiels du rallye, une façon comme une autre de se faire remarquer dans un certain anonymat. Est-ce que vous avez l'impression de faire la même course que tout le monde là? Oui, absolument. Vous pensez que vous avez une chance de gagner face à tous les professionnels? Non, pas de gagner, non. Mais d'arriver, oui. Pour moi, arriver, c'est gagner. Ils sont pourtant de moins en moins nombreux, ces vrais fous du désert, et il faut souhaiter, pour la survie du rallye, qu'ils ne disparaissent pas totalement, car sans eux, le Paris-Dakar ne serait plus ce qu'il est. Si pour certains la fête a duré toute la nuit, pour d'autres, le 1er janvier 1984 restera un souvenir gravé dans la mémoire. Le cœur battant, ils se sont retrouvés ce matin pour le grand départ. 116 motos, 260 voitures et 31 camions. La grande caravane du Paris-Dakar vient de s'ébrouer. Aujourd'hui, c'est la traversée de la France, direction 7, via Châteauroux, Toulouse, avant l'embarquement prévu ce soir à 22 h. Si la plus petite moto du rallye est une 125 cm3, des 500 Husqvarna à 2 temps ont relevé le défi. Le Paris-Dakar est surtout une affaire d'usine et de pilotes professionnels. Jean-Claude Huger, champion de France des rallyes, tente la grande aventure. Je pars vraiment en terrain inconnu. Hein. J'ai jamais mis un pied en Afrique et là je pense que c'est vraiment la découverte pour moi. Si le gros du peloton est composé essentiellement de garçons, les filles, elles aussi, vont tenter leur chance. Ici, Marie-Claire Bassot. Chez Yamaha, Jackie Vimon, champion de France de motocross, va tenter la grande aventure. Mais attention, il y a une priorité cette année. Le Dakar, c'est la fête. Le champagne à l'arrivée. Ici, Serge Bakou bénéficie d'un régime de faveur. Avant le départ, c'est la rançon de la gloire. Il est pilote officiel et multiple vainqueur. Elle est Miss France. Cyril Neveu vient de faire une nouvelle conquête. En 1983, Hubert Auriol avait gagné au guidon de sa BMW. Sûr qu'avec autant d'encouragement, la motivation sera extrême. Le numéro 100. Alors, attention, Gastonnet. Si les motos font le gros du peloton, ils sont 2 équipages français cette année à partir en sidecar sur les 6 engagés. Après les 3 roues, passons aux 4 roues. Ici, la Visa 2 roues motrices de Philippe Vambert. Cette année, 10 buggy sont engagés. Depuis la première édition, de tels engins courent après la victoire. Les vedettes de la dernière édition furent X et Brasseur. Cette année, avec la Porsche, ils font figure d'épouvantail. TF1 sera présent dans la course avec Bernard Giraud, copilote de Bernard Darniche, et Evelyne Delia, qui donnera les notes de Marianne Hoffner. La grande vedette auto aura été Michel Sardou, qui, associé à Jean-Pierre Jabouille, tenteront de se mêler à la lutte en tête au volant de leur proto. On n'a pas vu les gros camions aussi. On a raté les camions ce matin, mais ça fait rien. Tout à l'heure, après, on va rentrer à la maison en voiture, puisqu'elle est venue en voiture. On va les suivre, ça fera plaisir aux gosses aussi. Ils ont gagné il y a 2 ans. Les frères Marot pourraient créer la surprise. Ce serait mon rêve, hein. C'est bien les voitures, les motos? Ouais, surtout les motos. Pourquoi tu préfères les motos? Oui. Ça te donne envie d'y aller? Ouais, un petit peu. Ils sont partis, rendez-vous le 20 janvier à Dakar, mais avant, TF1 vous fera vivre, grâce à ses reporters, le rallye de l'intérieur. Paris-Dakar a quitté la capitale ce matin, mais depuis une semaine, c'était déjà l'effervescence.
La fièvre de l'Afrique, touchant de plus en plus de monde, cette grande aventure passionne les foules. Et depuis sa création, en 1979, le rallye a acquis une notoriété sans pareille. Jeudi dernier, après les vérifications techniques, les concurrents sont venus ranger leurs engins sur la place de la Concorde, qui pour la circonstance est devenue un véritable parc d'exposition. Mais avant de s'élancer sur les routes françaises, les concurrents se sont retrouvés vendredi dans le bois de Vincennes pour le prologue. En fait, un simple défilé de 4 km sans véritable difficulté. Les camions s'élancèrent les premiers et la foule des Parisiens venus applaudir les rois du désert ne fut pas déçue. Le spectacle était de taille, tant pour les motos que pour les autos. 3, 2, 1. Alors... Ici, le proto de Thierry de Montcorgé, un engin bien spécial propulsé par un V8 américain. Il y a 3 ans, Thierry était l'homme à la Rosse. Cette année, il a fait encore plus fort. Ce matin, c'était bien sûr le départ du Dakar, mais surtout l'apothéose d'une nuit de fête. Le moment tant attendu par certains, le départ vers l'inconnu, pour d'autres, le rêve à portée de main. Après les festivités, la place de la Concorde est retournée au royaume du vent. En fait, un avant-goût du désert africain que les privilégiés du 6e rallye Paris-Dakar vont côtoyer durant 20 jours d'une course sans pitié, 20 jours d'une aventure sans pareille. Cette épreuve, place de la Concorde, puis les 31 camions et 29 véhicules d'assistance. Au total, 436 concurrents, dont plusieurs équipages originaux, comme celui que nous... Concorde, on rejoint 7 dans le cours de la nuit. À quai les 2 gros ferries, le Tipaza et le Timimoun, à bord desquels les premiers arrivés prennent place. Et ceci à partir de 22 h hier soir. L'embarquement s'est poursuivi toute la nuit. Et les 2 ferries ont appareillé dans la matinée, bien sûr en direction d'Alger, où les hostilités commenceront. Accueil, classement et... 7 h ce matin, le jour se lève sur El Golea. Pour tous les concurrents, qui pour la plupart sont arrivés très tard dans la nuit, le premier réveil dans le désert est dur, surtout qu'il fait très froid. Après la traversée de la France, après la traversée de la Méditerranée, après 1100 km de route depuis Alger, nous voici à Fort Méribel pour la première spéciale. C'est ici, véritablement, que le Paris-Dakar commence. La prise de contact avec les pistes du Sahara va être immédiate. Dans les premiers mètres apparaissent le sable, la poussière et les cailloux. Les habitués du rallye, comme les débutants, sont un peu tendus. Même Hubert Auriol, l'Africain, le ressent. Pour une mise en train, ça va être une mise en train parce que déjà hier on est arrivé très tard, nous on est arrivé dans le point de bonne heure, mais c'est arrivé toute la nuit jusqu'à 2-3 h du matin. On s'est levé à 6 h, on part pour 300 km de spéciale qui est très cassante et très dure. Et je crois qu'il va falloir surtout se méfier ce matin parce que ça va être très difficile. Tactique d'Hubert Auriol. Doucement au départ, comme d'habitude. Hubert a raison de se méfier, il va connaître des ennuis dès le début. Tous les motards vérifient un peu nerveusement leur guide de route. Chacun ressent à sa façon cette première épreuve. Cyril Neveu, c'est votre 6e Paris-Dakar, vous l'avez gagné 3 fois. Est-ce que, quand on est très expérimenté comme vous, on part un peu plus décontracté? Oui, c'est un fait, on est décontracté mais quand même angoissé puisque c'est la première spéciale. Tout le monde est surexcité, on arrive tous un peu en retard. Et la première spéciale, c'est toujours un grand coup au cœur car on ne sait trop comment attaquer, s'il faut attaquer. Et comme nous partons dans l'ordre des numéros, on va avoir toute la poussière à rejoindre les premiers numéros, donc ça va être très dur. Il y a des malchanceux dès le début de l'épreuve. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, j'ai chuté, je me suis mal positionnée, je me croyais sur du bitume. Faut pas.
Alors Mais... vous avez réussi à faire 20 mètres de spécial tout de même, là. Et je vais repartir, c'est rien. La course est bien partie. Tous vont découvrir un terrain superbe mais difficile, très cassant pour les autos et les motos. Les passages pierreux seront nombreux et très dangereux pour les phares et les pare-brises. Il va y avoir beaucoup de casse. Certains motards, comme Vimont, le petit nouveau, et Drobec, l'habitué, vont bien s'en sortir. D'autres, comme Oriol, vont subir des déboires. Un joint cassé lui a fait perdre toute son huile, bilan probablement 40 ou 50 minutes de retard. Cela l'a sans doute empêché d'admirer la beauté des paysages traversés. Grâce à notre hélicoptère aérospatial TF1, nous avons pu suivre à leur vitesse les concurrents ou les attendre à leur passage. Ainsi, vous allez pouvoir constater que sur le parcours, les difficultés ne sont pas toutes les mêmes pour les autos et les motos. Voici le passage dans cette épingle des autos. Cela va être beaucoup plus facile pour les motards, mais ne nous y fions pas, plusieurs sont tombés à cet endroit. Les amortisseurs vont être soumis à rude épreuve. Tous les concurrents se sont plaints des bosses. Pour vous transmettre depuis Alger ces images, dès ce soir, il nous a fallu faire décoller très tôt d'Insala l'avion Thomson TF1. Donc, nous ne vous parlerons pas de classement. Sachez seulement qu'après l'abandon hier de Jean-Loup Chrétien, le spationaute, il y a eu aujourd'hui celui de Bernard Darniche, Bernard Giraud. Et pour d'autres, une initiation au désert pleine d'imprévus, n'est-ce pas, monsieur Sardou? Bah bien, sauf que je m'y attendais un peu, j'ai merdé au niveau de la navigation au début, c'est normal, j'ai pas l'habitude, alors regarde ça, j'ai écrasé les stylos, les machins, alors j'ai merdé, j'ai eu une panique. Enfin, ça va. La nuit de repos sera encore courte pour tous ceux du Paris-Dakar. Demain, l'étape sur Tamanrasset sera particulièrement... L'événement de la journée, le voici. Grâce aux moyens mis en œuvre par la Thomson et l'aérospatiale, nous sommes les premiers à vous les présenter. Descendus en trombe de l'hélicoptère, Christian Van Rijswijk et Paul Constantini découvrent 2 Porsche arrêtés, dont celle de X. Une panne, mais laquelle? À voir la tête de Claude Brasseur, il semble que ce soit sérieux. Quel genre de problème, Claude? Boîte électrique a pris feu. Il y en a 2, les trucs électroniques, là, il y en a 2, vous avez pas... Les coéquipiers allemands de X, Kussmann et Lern, s'affairent sur la voiture. X garde son calme. Vous voulez du Chatterton? Un incendie du circuit électrique, Jackie? Oui, on a une coupure de moteur, et puis immédiatement de la fumée, et il y a un des fils principaux, qui suit probablement un faux contact à brûler de l'avant à l'arrière. Alors là, on essaye de trouver d'abord la cause, et puis peut-être de faire un branchement de fortune, si c'est possible. Mais la panne est trop grave. L'arrivée de l'avion de l'équipe ne sert à rien, il ne transporte que des cinéastes. Ce sera quelques minutes plus tard l'abandon définitif de X et Brasseur. Assistance aérienne non autorisée. Dur. Curieuse coïncidence, 1 heure plus tard, c'est de Medj, le coéquipier de X, que viendra l'accident de ce motard. Pas de problème pour vous sur cette étape? Aujourd'hui non, sauf que j'ai mis un petit motard par terre dans la poussière et j'étais juste dans la poussière de
de l'Artigue pour essayer de lui reprendre une minute sur l'arrivée. Et puis j'étais quand même à 200 à l'heure et content de m'arrêter, je l'ai mis en l'air. Vous avez fait mal? Non, pas mal. Non, elle était très gentille. Qu'est-ce que vous avez? Moi, rien, mais c'est ma moto. Après être abîmé? Ça fait aussi mal que si c'était moi. Et pourtant, tout avait bien commencé ce matin. Quelques motards un peu nerveux, comme d'habitude. 5, 4, 3, 2, 1. D'autres très bien organisés. Et d'autres très curieux. Bernard Rigoni, vous partez avec un 2 temps, vous avez combien de litres dans ce monstre de réservoir là? À peu près 69 litres. Ça pose pas trop de problème le poids? Non, non, parce que finalement, avec le plein d'essence, on est encore un peu plus léger que les motos 400 qui sont pleines. Et avec 60 litres, vous faites toute l'étape avec les gaz doublés en grand, vous êtes obligé de vous restreindre un petit peu. Bah, c'est-à-dire on est obligé quand même de temps en temps de couper parce qu'il y a des saignées, il y a des trous. Hein, mais bon, ben, on conduit, de toute façon c'est une machine de crosse hein, au départ, donc elle se manie très très bien hein, et c'est vraiment superbe comme bécane, quand on n'a pas d'emmerde. Et pourtant, des embêtements, comme dit si bien Bernard Rigoni, beaucoup en ont eu. Les chutes innombrables ont blessé une dizaine de motards, dont 3 ont été évacués. Vanberg sur Mercedes a provoqué dans un chaos un tassement de vertèbres à son navigateur. Abandon. Groine a cassé son camion. En fait, disons-le tout net, Thierry Sabine n'est pas vraiment mécontent de tout cela. Il connaissait les difficultés des 2 premières spéciales du rallye. Elles ont servi à éliminer, dès le début, les concurrents mal préparés physiquement ou matériellement, ou ceux qui n'ont pas su ménager leurs forces pour une épreuve de longue haleine. Tous candidats à l'abandon ou à l'égarement dans le Ténéré que le rallye aborde demain pour 3 étapes. Car la tempête de sable qui se lève ne va faciliter ni les recherches d'hommes égarés ou en panne, ni l'évacuation des concurrents blessés. Mais depuis son début, la 6e édition du Paris-Dakar tient ses promesses, une superbe épreuve où l'aventure domine, où l'effort individuel est intense, mais qui n'est plus à la portée des... Il y a moins d'1 heure que l'avion spécial de TF1 s'est posé à Niamey. Nous arrivions d'Iferouane, à 1800 km d'ici, pour ramener les images de la 5e étape que vous verrez ce soir au journal de 23 heures. Lorsque je suis parti, le rallye était encore bien loin et n'arrivera d'ailleurs que tard. De l'étape d'aujourd'hui, je peux vous dire que Jackie X et Brasseur, qui hier avaient annoncé leur abandon, ont gagné la spéciale de 220 km avant Inasoua. Ils sont cependant loin au classement général. 2 accidents sérieux. Le buggy de Cotel de Leforterie s'est retourné, Pierre de Leforterie a une jambe cassée. D'autre part, un moteur dont je n'ai pu savoir le nom s'est lui aussi cassé une jambe. J'ai appris également que plus de 30 concurrents voitures se sont perdus dans ce début du Ténéré et sont partis plus ouest alors que le cap général était sud-est. Il faut dire, à leur décharge, que pour la première fois, le rallye a rencontré des dunes de sable qu'il fallait franchir en travers. Par peur de l'ensablement, beaucoup ont préféré faire des détours, d'où leur erreur. On m'a signalé ainsi plusieurs dizaines de voitures ensablées. Il manquait 23 voitures sur 253 au départ ce matin. Il en manquera sûrement beaucoup plus demain matin, ainsi que des motards, pour l'étape Iferouane-Chirfa qui va traverser la partie nord du Ténéré. Je voudrais ce soir vous raconter les difficultés des motards, de tous les motards. Regardez Jackie Vimont. En tête du classement, il partait en pleine forme ce matin. Et puis, à quelques dizaines de kilomètres de là, c'est la panne. Problème d'essence, je pense. Pointeau ou quelque chose comme ça. Quand on est en tête du classement général, d'un seul coup, que ça commence à faire pout-pout. Oui, si j'arrive à me dépanner encore. S'il faut que j'attende mon assistante, alors là je perds beaucoup de temps. Pendant ce temps, les adversaires passent. Et pour ceux qui courent sans assistance, quelle vie! Ça part vite cette année, hein? Oui. Avec les départs à 6 h du matin, pour les motos, ça nous fait lever à 5 h. Oui. Souvent on arrête la mécanique pour les privés à 3 h, 3h30 du matin. Moi ce matin j'ai fait 4 h. Et ça fait 3 nuits, on dort 2 heures par nuit. Hein. Il y en a qui cassent leur carrosserie, ben moi j'ai cassé mes lunettes. Heureusement, tout le monde prend cela avec philosophie et même avec le rire. Écoutez Rigoni, Bakou et Drobec. Je me suis déjà pris 3 heures le premier jour.
mais c'est 5 ou 6 places devant moi. Ouais, Moi je suis à 4h07. On va faire les bourgs d'arrière-garde. Qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est loin? Non mais Joanneau il a que 2 heures. Ouais. Ça va, il est bon. 53. Moi je suis sur l'autre page encore. Attends. Il est arrivé, Patrick était en tête du rallye, puis d'un coup, boum, au fin fond Je des suis en plateformes. tête hier et puis dernier aujourd'hui. C'est le Paris-Dakar, t'as un moteur. Là ça fait mal. J'ai cassé le moteur. Enfin à la limite c'était pas dramatique. J'aurais pris 2-3 heures. Il a toujours le sourire, regarde. Mais ce qu'il y a, c'est que l'assistance rapide que j'avais prévue, c'est Joanneau qui l'a prise avant moi. Et puis l'on peut toujours se défouler sur la piste. Vous avez vu comment Bakou vient de passer Gaston Raillet, dont à dire vrai le moteur ratatouille. Sur la piste d'aujourd'hui, tous les motards se sont donnés à fond. Ils avaient devant eux un terrain très sableux, des dunes que pour la première fois, il fallait franchir en travers. Pour les néophytes, ce fut le premier apprentissage du sable, l'application de tout ce qui les attend demain dans le Ténéré. Tout cela nous a donné l'occasion aussi de bien belles images que tant la voiture que l'hélicoptère aérospatial de TF1 sont chargés de vous présenter. À noter que depuis le début du rallye, pour ramener ces images, l'avion Thomson TF1 a déjà parcouru plus de 10 000 km alors que le rallye arrive juste à 3 000. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos autos. Aujourd'hui, Trossa sur Salada allait très fort. Il finira 3e de la spéciale devant René Medge. Par contre, le Range Rover de Gabro Gabé n'avait pas l'air en forme quand on voit la façon dont la Porsche de Kousman et Erner le double. Quant au vainqueur de l'étape, vous le savez, c'est X dont je vous avais annoncé l'abandon hier soir sur la foi de Thierry Sabine. Mais il y a eu aussi de la casse. Le buggy 158 avait déjà bien souffert. Son coéquipier, le buggy de Cottel et de Leforterie, s'est retourné. Pierre de Leforterie a la jambe cassée, une fois de plus. Depuis le début du rallye, qui en a à peine à son premier tiers, il y a eu 106 abandons sur 427 participants, presque le quart. Certes, tous les véhicules ne sont pas dans cet état. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils étaient hors course. Il n'empêche que le déchet est lourd. Bon, on va la pousser pour la sortir de la piste. Hein. Bon, allez. On va l'avancer là pour la Thierry sortir de la piste. Sabine le dit à chaque rallye, c'est après le Ténéré que l'on peut gagner Paris-Dakar. Mais encore faut-il venir dans ce fameux Ténéré qui se cache là-bas derrière les montagnes de l'Aïr. Demain, les concurrents découvriront de nouveaux paysages. Voiture, l'équipage Metz Lemoine sur Porsche est en tête. Côté moto, le Berge Raillet sur... Nous n'avons pu vous raconter hier soir toutes les mésaventures de la 5e étape. Notre avion Thomson TF1 devant rentrer avant 20h. Revenons-y un peu. Après un passage de la frontière algérienne très compliqué, les concurrents, regroupés en plusieurs convois, devaient très vite affronter un passage extrêmement difficile. Un couloir de sable mou devant lequel venaient s'agglomérer des dizaines de véhicules. Les meilleurs passaient, mais pour les autres, quelle galère. Mais aussi, que de temps perdu. Les camions d'assistance allaient prendre un retard considérable et pour certains même se retrouver hors course. Cela représente pour les pilotes d'extrêmes conséquences. Les arrivées devaient se succéder toute la nuit et même ce matin à Iferouane. Et pour l'équipe de TF1, il y avait même un plus. Et puis après, Jean-François, durant cette liaison en camion, vous êtes perdu et au lieu de venir ici, vous êtes parti à Arlit, à 300 km. On est parti plein sud. Dans la poussière, on a raté un embranchement. On a fait, je sais pas loin de 200 km en trop, marche avant, marche arrière. On est arrivé à 2h30. On a bien roulé 14-15 heures dans la journée hier. Hein, Michel, fatigant? Non, il faut dire que la seule Jeep qui était sur la piste, la mauvaise piste, heureusement, c'était les Français, ils nous ont pilotés. Ils nous ont ramenés sur la bonne route. Et puis lorsque les concurrents arrivaient ici, ils pouvaient penser qu'enfin ils allaient pouvoir prendre un peu de repos. Eh bien pas du tout, il fallait faire de l'essence. Et alors là, c'était quelque chose d'épouvantable. Regardez.
les plus belles files d'attente des stations-service de l'autoroute du Sud un 1er août n'ont jamais vu une telle affluence. Autos et motos s'aggloméraient derrière l'unique point de ravitaillement obligatoire, puisque pour rejoindre Chirfa demain, il fallait le plein complet et même plus. Alors, une seule solution, l'attente devant un ravitaillement fait à la main. La moitié à côté. Une attente pendant des heures, avec tout ce que cela suscite de mauvaise humeur ou de resquille. Même le paiement posait des problèmes. 18 francs. 1800 francs, il y a. Donc 1800. Oublions tout cela pour partir dans le Ténéré. La tempête de sable annoncée, étant redoutée, n'était heureusement pas au rendez-vous, et les concurrents purent ainsi découvrir les immensités de sable du désert. On le voit ici, Jabouille y semblait fort à son aise. Le vainqueur de cette étape, je dirais presque bien sûr, c'est Jackie X, qui a effectué le parcours en un temps record. Il a mis 1 heure de moins que les meilleures motos. Dans ce col très difficile à passer, le second de l'étape, René Madge, nous montre ce qu'il faut faire. Tous les concurrents ne seront pas aussi adroits. Le classement moto va être une fois de plus chamboulé, car Auriol, que l'on voit ici, est arrivé à la 3e place, ce qui va le remonter au classement, comme le premier de l'étape, Jackie Vimont, et le second, Patrice Drobeck. Chaque jour voit un rebondissement dans le classement général. Par contre, les petits, les 100 grades, eux, continuent à peiner dans les ornières de sable. Un exemple de la dureté du désert. La Porsche de Kulfmann s'engage dans une descente. Regardez et écoutez. La voiture a touché, c'est sûr. D'ailleurs, dans quelques instants, elle va s'arrêter. Derrière elle, la Mercedes 2 roues motrices. Regardez, écoutez. Là, c'est plus grave, d'ailleurs, de la fumée gicle du capot. La voiture s'arrête. Jochen Mass est furieux, il va voir ce qui se passe. Le coupable, le voici. À la sortie de la descente de la petite dune, un caillou, un gros caillou, responsable de tous les accidents. Après des heures de travail, les 2 voitures repartiront. Mais quel exemple! Voilà ce qu'est le Ténéré, un désert superbe, envoûtant, mais aussi cruel et plein de pièges. Le classement pour les motos de cette étape, c'est la victoire de Jackie Vimont. Quant au classement voiture, étape gagnée par X et Brasseur devant Medge qui est premier au classement général des voitures pour l'instant, alors que pour les motos... Avant le départ de chaque étape du Paris-Dakar, il y a 2 rides obligatoires qui d'ailleurs se déroulent souvent en même temps. Le petit déjeuner servi par Africa Tour et le briefing de Thierry Sabine. Équipage de tête ou oublié dans le fond du classement, tous les navigateurs se doivent d'y assister. D'ailleurs, c'est souvent instructif et parfois drôle. La ligne de balise peut vous paraître excessivement facile et simple à suivre. S'il n'y a pas de vent, s'il y en a, c'est la bouée de secours qui vous laisse la tête hors de l'eau. C'est clair. La réaction que vous pouvez avoir, et je m'en suis rendu compte dans l'étape d'avant-hier, c'est que quand tout est clair, vous avez l'impression qu'en fait d'être les rois du monde et de pouvoir suivre la piste ou même un cap en oubliant les balises. Grossière erreur. Restez absolument sur la piste principale qui est étroite et pas très bonne.
Et nous voici dans le Ténéré. Je vous le dis tout de suite, vous ne verrez pas de voiture dans le désert. Un incident sur la caméra de l'hélicoptère aérospatial TF1 va vous en priver. Avec les motos, nous allons suivre ces 630 km de spécial, dont 500 de vrai désert. La visibilité aujourd'hui est parfaite, la température clémente, tout pour une étape sans histoire. 150 km après le départ, Hubert Auriol rejoint le leader du classement général, son coéquipier Gaston Rayer. Ils vont désormais faire route ensemble jusqu'à l'arrivée. L'important pour se guider dans le Ténéré, ce sont les balises. C'est sur cette piste entre Dirkou et Agadez qu'ils ont été des dizaines à se perdre l'année dernière dans le vent de sable. Cette année, aucun problème, la visibilité est extraordinaire, il suffit simplement de suivre de balise en balise, de kilomètre en kilomètre. Et il ne faut pas confondre une balise et une épave d'un rallye précédent. À l'arbre du Ténéré, désormais en tôle, c'est le ravitaillement en essence pour les motards. Ils en profitent aussi pour se renseigner sur leurs rivaux, comme ici, Cyril Neveu. Ouais. Rayer est passé en tête juste devant Auriol, et puis l'oiseau 4 minutes derrière. Bakou est passé. Le Ténéré ne vaut décidément rien à Philippe Vassard. L'année dernière, il s'est perdu. Cette année, il est en panne. Il va perdre ici sa deuxième place au classement général. À Agadez, la foule est là pour attendre le rallye. Ce sont les BMW de Rayer et Auriol qui vont ouvrir le banc. Hubert, je dirais que c'est pas mal passé, hein. Avec Gaston, là, vous avez bien marché. Ben, je l'ai rattrapé au bout de 100 km et puis après ça, on a roulé ensemble tout le temps. Ça veut dire c'est des potes à combien? Ben là, sur le plateau, ça roule bien, on prend 180. Ouais. C'est assez super. C'est dur ou c'est mou à 180 par terre? Non, là c'est dur, là. Mais dans le Ténéré, c'était mou au début. Ce matin, on plafonnait à 145, 150. Et sur la fin, on commence à rouler un peu plus vite, 160, 165. Mais c'est tellement mou, on peut pas aller plus vite que ça. Serge Bakou, troisième au général hier, est obligé d'avouer qu'il est moins rapide que les BMW. Alors aujourd'hui, là, avec un monocylindre devant les BMW bicylindres, est-ce que vous êtes un petit peu largué? Oui, mais on m'a donné les écarts à l'arbre des Ténéré, c'était déjà 22 minutes par rapport à... Et là, je sais pas combien c'est, mais peut-être ils m'en ont repris parce que c'était même très rapide entre l'arbre ici. Ça veut dire, en pointe, tu roules à combien? Je roule en pointe sur le dur, je roule à 140. La foule va devenir de plus en plus dense avec l'arrivée des premières voitures et donc de Jackie X. Et l'on va voir une scène très curieuse. Claude Brasseur se précipitait vers le contrôle. Il est persuadé d'avoir raté le contrôle de passage, le CP. Vous savez, le CP, il volait le CP. Hein? À la volée, le CP. Il vous a pas arrêté, il vous a pris à la volée. Vous l'avez passé, mais là, il vous a pris à la volée. Les premiers sont passés trop vite. Mais il était en place, du coup, il s'est déplacé, il vous a pris à la volée. Oh la vache, il panique. Ici, le service d'ordre manie facilement la chicotte pour ouvrir le passage des voitures. Dans le désert, Jabouille et Zaniroli sont tombés en panne, mais Gabé sur Range Rover gardent leur seconde place. Et Trossa, qui avait cassé sa voiture hier, est bien arrivé aujourd'hui, heureusement pour l'ADA. Le rallye Paris-Dakar, après plusieurs jours dans le désert, renoue quelques heures avec la civilisation. Mais il n'y a plus une chambre d'hôtel, plus une place dans un restaurant, plus un fauteuil de bar, plus une ligne téléphonique dans Niamey que le rallye a rejoint ce soir. Dans le centre de la ville, les policiers tentent de résorber un très bel embouteillage.
Et déjà, les impératifs du rallye reviennent. La mécanique bat son plein sous les yeux étonnés de futurs rallymen. Quelques heures de repos, une douche peut-être, et demain, en route. Revenons à l'étape d'aujourd'hui. Voici la ville de Tawa, célèbre pour tous les concurrents des rallyes africains, bien avant Paris-Dakar. Cette ville est soit le départ, soit l'arrivée d'une des plus difficiles pistes d'Afrique, Tawa-Talcho ou Talcho-Tawa, 240 km. Ici, presque chaque année depuis 10 ans, un rallye passe sous les yeux étonnés des habitants pourtant maintenant habitués. Au départ de la spéciale, Véronique Anquetil, 10e au classement général. Aujourd'hui, les femmes qui sont dans le Paris-Dakar en moto, leur ambition, c'est toujours de gagner le classement des dames, ou elles ont une ambition un petit peu d'aller chatouiller les messieurs dans les... Ouais, au début, on part comme ça, on voit où on se situe par rapport au niveau de... Parce que chaque rallye est différent. Et puis là, si je peux grappiller quelques petites minutes sur les autres, j'aimerais bien. Ce qui serait fantastique, c'est de finir dans les 10 premiers, c'est ça? Ouais, ça c'est ce que je m'étais dit au début. Puis je crois que c'est bien parti, mais il n'y a que 10 jours de course, on a encore autant, et puis les plus durs arrivent. Avant de rejoindre la piste infernale, les motos et les autos vont d'abord faire une étape de liaison et traverser de merveilleux villages africains. Pendant quelques heures, le calme et la tranquillité des villageois vont être mis à rude épreuve. Mais ils ont presque l'habitude, chaque année à la même époque, le cinéma est dans la rue. Des consignes très strictes sont données par Thierry Sévine. Doucement dans les villages, ne faites pas prendre de risques aux habitants. La plupart respectent cette consigne, pas tous, hélas. Revenons à la course. Les frères Marot nous donnent l'attitude des pilotes de tête. On regarde le classement tous les jours et pour le moment, c'est simple, je crois qu'on en est tous là. On se bagarre un classement hors Porsche et puis après on verra si elles iront au bout. Je crois qu'on en est là. Les Porsche sont donc l'ennemi numéro 1, mais René Medge voit cette supériorité sous un autre angle. Vous êtes bien bronzé, René Medge, c'est parce que vous arrivez plus tôt aux étapes? Effectivement, on arrive relativement tôt cette année aux étapes. Quand on parle avec les autres concurrents, ils disent qu'il y a un classement avec les Porsche et puis il y a un deuxième classement après les Porsche. Oui, c'est un peu exagéré quand même, mais je pense qu'on a mangé notre pain blanc et on va manger maintenant notre pain noir. Donc le rallye n'est pas fini, on en est à peine à la moitié. Il y a beaucoup de spéciales à faire, des spéciales que personne ne connaît, un terrain très difficile. Donc rien n'est gagné encore. La piste Tawa-Talcho, la voici, avec les plus courageux concurrents du rallye, les sidecars survivants. Des ornières de sable mou au milieu d'une végétation assez dense. Des pistes de sable mou, des pistes qui souvent disparaissent. On ne se perd pas, mais on peut s'égarer facilement. Si les 4 roues motrices ont déjà du mal, les 2 roues motrices souffrent particulièrement. C'est par ici que ce soir, Jackie X a explosé son train avant. Il rejoindra sûrement, mais il aura encore des heures de retard et il n'est pas arrivé. Quant au moteur, il souffre beaucoup. C'est dur le sable? Aujourd'hui c'est très dur, très dur. C'est vraiment la première journée où on souffre physiquement, nous. Ouais. D'habitude c'était la moto qui souffrait, mais aujourd'hui là c'est nous. Hein. Là je crois que dans le sable pour pas tomber, il faut accélérer, il faut aller vite en fait. Il faut accélérer tout le temps, mais le problème c'est une fois qu'on est embarqué. Après 5 jours de désert, le rallye Paris-Dakar a traversé ce matin le fleuve Niger et c'est maintenant le Sahel qui va l'accueillir, très peu de temps d'ailleurs. En effet, aujourd'hui et demain, c'est une longue étape de liaison avec 2 spéciales chronométrées via Ouagadougou. 66 motos, 152 voitures et camions et 10 véhicules d'assistance encore en course sont donc partis ce matin pour une étape de 1220 km à effectuer en 2 jours.
Ils doivent être demain soir à Bouna, en Côte d'Ivoire. Mais un arrêt cette nuit est prévu à Ouagadougou, en Haute-Volta, où est instauré le couvre-feu. Sur ces 1220 km, les concurrents vont rencontrer aussi bien de bonnes pistes en latérite, de routes goudronnées et même des portions de route à 4 voies. Mais ils devront emprunter aussi des pistes en très mauvais état, avec des passages d'oued asséchés qu'on s'ensable facilement et des radiers qui surprennent par la brutalité de leur profil. En permanence, il faudra se montrer très prudent car les pièges ne sont bien sûr pas signalés. À basse vitesse, ces pistes ne sont pas dangereuses, mais les concurrents n'ont que 40 heures pour effectuer le trajet, et encore s'ils acceptent d'arriver de nuit. Les motos et les voitures de tête vont certainement aller très vite sur ces pistes, mais il faudra que les navigateurs suivent leurs notes de route avec beaucoup d'attention. En certains endroits, ce ne sont pas des nids de poules qui peuvent secouer la voiture, mais de véritables baignoires où elles peuvent ouvrir leur train avant. Autre piège, les villages. D'abord, il faut ralentir par prudence, les enfants ayant souvent l'habitude de jouer au torero avec les voitures. Ensuite, parce que la traversée est rarement en ligne droite et qu'il est facile de prendre une mauvaise sortie, donc une mauvaise piste. Dès le départ de l'étape d'aujourd'hui, Medj est confronté avec ce problème. Le plus prudent est de se renseigner. De ce fait, on assiste souvent dans les villages à des regroupements de véhicules. Sur la piste, la cohabitation auto et moto pose parfois des problèmes et les risques sont sérieux. Il faut se rappeler que l'année dernière, près de Ouagadougou, un jeune motard renversé par une voiture est mort pendant son transfert à l'hôpital. Les camions ont parfois des problèmes dans les villages aux rues trop étroites. Il leur faut parfois contourner l'agglomération au risque de se perdre. Voilà ce qui attend les concurrents du Paris-Dakar pendant ces 2 jours. La fatigue des hommes et des machines aidant, il pourrait bien y avoir encore de la casse avant Bouna. Et pourtant, le rallye ne fait qu'entamer la seconde partie de son trajet. En 2 jours, les équipages survivants du rallye Paris-Dakar ont parcouru plus de 1200 km entre Niamey au Niger et Bouna en Côte d'Ivoire. Gros événement dans tous les villages traversés. Ce sont les premiers qui sont devant, les deux là. Les deux, oui, les deux BM, ouais, ce sont les premiers. Oui. Les premiers. Oui, oui, les blanches là. Le haut, oui. Ouais, ouais. BMW, vous connaissez? Non, non. Les motos, non? Le moto, oui, oui. Qu'est-ce que vous connaissez comme moto? Enfin, ce sont les... Vous savez, la façon de votre moteur n'est pas... C'est très rare à voir ça à votre ouais. Le plus souvent, en latérite, les pistes empruntées allaient de la très bonne à la franchement épouvantable. Mais le plus dur, surtout pour les motards, c'était la longueur des étapes spéciales, 2 fois plus de 500 km. Par contre, après le désert, ils rencontraient de tout nouveaux paysages. La végétation devenait plus dense, les villages plus ouverts, la population plus nombreuse.
De la course elle-même, disons que les BMW dominent toujours la course moto et que Medge conforte son avance en voiture. Ce matin, on signalait l'abandon de Josso et les blessures, pas trop graves, de 2 motards. Les difficultés sur la piste sont de tous ordres. D'abord, la poussière provoquée par les autres véhicules. Et lorsqu'il s'agit d'un poids lourd, le doubler dans la poussière n'est pas toujours évident. Les motos, elles aussi, peuvent être une gêne, surtout quand elles n'entendent plus rien avec la présence de notre hélicoptère. Enfin, tout s'arrange. Et puis, par endroits, c'est la piste elle-même. Et puis, il y a les enfants, indisciplinés, frondeurs, qui envahissent la piste et jouent au torero avec les autos. Et puis, hélas, il y a la malchance. Pour éviter un motard, la range de Dupart d'Etailla va faire un écart, heurter 2 spectateurs et partir en tonneau. Un homme est mort dans l'accident, un enfant est blessé à l'hôpital. L'équipage et Thierry Sabine, choqués par ce drame, ne savent plus que dire. Au bord de la piste avec Gégé, j'ai mis un peu de volant, mais je peux rien faire, c'est tout faire. S'il n'y avait pas eu les jeunes là, au bord de la piste, on aurait fait dans le champ, là, c'était pas grave. Je veux dire, j'ai mis un autre volant, mais quand on est parti. Disons que s'il n'y a pas de mots, je crois qu'on a tout ce qu'on pourra dire, de toute manière, ne réparera pas ça, et la course c'est rien, ce que l'on fait c'est rien à côté de ça. Donc j'ai rien d'autre à dire, parce que j'ai rien à dire. Si ce n'est que, je peux dire que je le déplore, je peux dire que c'est une catastrophe. Moi je le ressens très profondément. Entre nous c'est la course, on accepte tous, mais à la limite, les gens qui viennent nous voir, qui nous accueillent, je veux dire, on n'a absolument pas le droit de les... absolument pas le droit de les toucher, si ce n'est pour amicalement, mais ça, donc ça me... c'est pas bien du tout. La malchance a frappé durement le rallye qui ce soir est en deuil. Tout allait bien depuis le début. La mort d'un spectateur innocent, les blessures de cet enfant vont rester dans la mémoire de tous les concurrents. Une étape du Paris-Dakar, cela commence souvent par la pompe à essence, mais ici, nous sommes en Afrique. Non, l'essence en a et du gazole, il y en a, mais il va être litre le 2. Mon pote est resté là-bas au camp. Ouais. Moi j'attends depuis ce matin, 6h15, ici, la pompe au gasoil. C'est un coup, ça met hors course, ça, voilà. Hors course non, parce qu'il m'en reste un peu, mais après ça sera dans un spécial qui faudra faire le plein. J'ai toujours du temps qu'on fait. Il n'y a pas d'essence, c'est du gasoil, mais bon, il n'y a pas d'essence, c'est la fête, tu fais comme le commun, tu te débrouilles. C'est-à-dire que tu vas la trouver où elle est. Tu vas la trouver où elle est, tu demandes au village et tu arrives à en trouver dans les paillettes. Le pompiste s'est réveillé, mais le client pompe lui-même pour aller plus vite. Pompiste en boulot, d'accord. Et l'on prend la piste.
ni meilleur, ni pire que d'habitude. Il y a toujours autant de poussière. Il faut toujours se méfier des pièges. La nuit précédente, on a remis en état les véhicules trop abîmés. Vous avez vu hier soir l'état du Range Rover de Cabo Gabé. Il est maintenant nanti d'un curieux pare-brise. Dans les villages, les concurrents deviennent très prudents. Ils se souviennent de l'affreux accident d'hier. Ils respectent mieux maintenant les consignes de Thierry Sabine. Ici, le chef de village est content. Le rallye est passé à la bonne vitesse. Ah bon? Pas trop vite et pas trop lentement? Pas trop longtemps, mais il passait très en vitesse. Les péripéties africaines n'épargnent personne, même pas l'hélicoptère aérospatial TF1. L'hélicoptère, c'est un machine fantastique. Vous avez pu le voir d'ailleurs autour des différents reportages que nous avons faits. Mais quand il tombe en panne d'essence, alors il faut se poser, et ici on vient de se poser près d'une station-service. Heureusement, notre écureuil est une brave machine qui, faute de kérosène, accepte l'essence, même à faible gamme. Et une pompe électrique permet d'accélérer le débit, même s'il a fallu porter les jerrycans. Une autre histoire de rallye, celle de Trossa aujourd'hui. On a vu Salada arrêtée au bord de la piste, et puis tout d'un coup, elle a disparu dans la nature. On cherche Trossa, il est où à votre avis? Et a priori, il utilise, je dis bien a priori, et c'est vraiment en train d'utiliser les ficelles de la course. Les ficelles que je ne partage pas du tout, alors j'espère pour lui qu'il a suivi l'itinéraire. Il n'a pas le droit de se faire prendre, il a le droit de changer d'itinéraire, mais il n'a pas le droit de se faire prendre, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, Trossa s'est fait prendre, il avait utilisé un raccourci de 50 km et on l'a vu. Il sera soit pénalisé, soit disqualifié. Au contrôle de fin de la spéciale, une foule compatissante s'occupe d'un motard épuisé. Non, vraiment... Ça a été dur aujourd'hui? Depuis 2-3 jours, pas loin. Mais tout ça, quand on sort, rien du tout, donc c'est normal qu'il a craqué. Heureusement que le Méditerranée est là. Allez, top, c'est de la part. C'est dur, ça fait des journées de repos tous les jours de nouveau comme ça. L'enfer. L'enfer, c'est la première fois? Ouais, c'est la première, je pense que c'est la dernière. Quant à l'équipage, Franceschi Fourquier, le chauffeur de François Mitterrand, il a des problèmes et garde le moral. On a tout loupé. Cette année, je peux dire, c'est la galère. Entre l'allumage, les fusibles, la casquette, tout quoi. Le coquille, comment on est sentir? Bien, très bien, Pierre, il est excellent. S'il a pas dit 500 fois par jour doucement, il a l'air un peu sale là. Ouais, quand même, pour le chauffeur du président, ça la fout mal. Le chauffeur du président, il est un peu sale. Vraiment. Voilà. Pareil, vous êtes un peu tendu, moins vite tout le temps? Oui, parce qu'on casse l'ensemble et tout. Ah bon? Tonneau et tout? Oui, c'est-à-dire qu'on a fait un petit tour, on voulait serrer les boulons en dessous, on n'avait pas bien en dessous, alors on l'a remis en l'air. Voilà quelques histoires africaines du rallye. Avec un peu de temps, l'équipe de TF1 pourrait vous en raconter bien d'autres, mais l'avion Thomson nous attend. En ville, les enseignes sont pittoresques et souvent drôles. Ici, quand on construit une route, on prend ses précautions pour éviter son utilisation avant finition. Quel contraste dans cette ville de Yamoussoukro, nouvelle capitale de la Côte d'Ivoire, entre les enseignes populaires et les imposants bâtiments ultramodernes. C'est de l'hôtel président que démarrait le rallye
Et bien sûr, il n'était question ce matin que de l'élimination de l'équipage Trossard-Briavoine pour, je cite, attitude déloyale et mise en cause de la sécurité. Si beaucoup de concurrents approuvent cette mise en course, les intéressés se défendent d'avoir pris un raccourci. Ils avaient perdu leur note de route après un accident et parlent de règlement de compte. Nous n'entrerons pas dans la polémique. Quittons donc Yamoussoukro pour rejoindre le départ de la première spéciale. Une foule nombreuse est là pour applaudir les concurrents. Alors qu'Hubert Auriol prend le départ, Cyril Neveu semble bien désabusé. Le rallye n'a aucun sens pour nous, nous courons vraiment beaucoup à rien, les BMW ont vraiment de mieux, alors on fait de la figuration pour l'instant. Il y avait 2 épreuves spéciales aujourd'hui. Les concurrents vont alterner avec différents types de terrains. Des petites pistes caillouteuses et difficiles, mais aussi des passages rapides dans la savane. Deux sidecars sont toujours en course. Bravo, messieurs. Thierry Sabine surveille soigneusement le déroulement de la course, surtout les premiers. Il ne veut plus de tricherie. La Porsche de Medge semble bien remise de son choc d'hier contre une vache, choc que nous raconte Dominique Lemoine, le mécanicien navigateur de Medge. La vache. Ah la vache, ouais. Voilà, la vache était visiblement sur le côté, et le local a voulu assurer l'affaire en la protégeant, il s'est avancé vers elle, et elle a fait peur, elle nous a traversé, on était à 160. 160, on l'a pris dans les pattes, on l'a fait monter à mi-pare-brise, et ensuite elle est passée derrière. Il y a une corne qui lui cassait la glace latérale, non? Oui, mais on ne s'est pas tardé à trop détailler. Pareil, avec combien de temps? Il n'y a pas eu pareil. Saluons au passage l'équipage féminin métro de la Noix, 19e au classement. Et nous allons suivre une séquence étonnante. Nous montons dans l'hélicoptère aérospatial TF1 avec Christian Vandresvik qui commente en direct. Nous suivons le visa de Marc Lacaze. On peut descendre encore un poil, je crois. Oh, il y a le gosse. Oh là là, le gosse. Oh là 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 là. Doucement, doucement. Oh, le gosse qui a traversé. Voilà, reprenons une fois de plus, si vous le voulez bien, cette séquence pour admirer le sang-froid de Marc Lacaze. L'enfant a eu chaud. Il nous faut quitter ce magnifique marché africain pour préparer notre rendez-vous de demain. Il sera difficile, en effet. L'équipe de TF1 et l'avion Thomson devront parcourir une distance considérable. C'est en musique que les concurrents du Paris-Dakar ont été réveillés ce matin. Les Guinéens avaient bien fait les choses. Et les danseurs étaient là pour insuffler leur énergie aux pilotes auto et moto. Ceux-ci avaient passé la nuit sur les gradins du stade de Kissy-Dougou, abondamment décorés de portraits du président Sékou Touré et des couleurs guinéennes. L'ambiance, avant le départ d'aujourd'hui, était les plus calmes, dernière minute de repos et ultime vérification des notes de route. Alors, profitons-en pour parler des concurrents un peu oubliés. Aujourd'hui, il y a un coup de chapeau à Patrick Vallet. Patrick Vallet est 42e, à 32 heures de Gaston Rayet, mais vous pilotez une 125 cm. Ça a dû être sûrement un exploit d'être précis. C'était facile? Difficile. C'était facile. Racontez-nous quels ont été les problèmes. Les problèmes, c'était le Ténéré surtout. Le Ténéré, ça, c'était des étapes de 600 km, 600 km à 50 km/h de moyenne, ça fait 12 heures de moto dans la journée. Le vent dans le dos, le refroidissement qui se faisait mal, c'était difficile. Vous n'avez pas eu d'inquiétude pour la mécanique parce que j'imagine que vous avez eu beaucoup tiré dessus. Oui, la dernière étape du Ténéré, j'ai eu pas mal d'inquiétude. On roulait donc à 50 à l'heure dans le bout, avec 50 à l'heure de vent dans le dos. Ça fait qu'on avait un refroidissement nul, j'étais obligé de tirer des bords comme on fait en voilier.
système était en place pour guider les concurrents vers le départ de la première spéciale qui devait les amener en Sierra Leone. La piste, comme d'habitude, recélait pas mal de pièges. Il ne fallait mieux ne pas prendre en plein milieu le pont que vous allez voir dans un instant. À noter qu'aujourd'hui, les BMW étaient paresseuses, ou pas vraiment à leur aise. Ce sont Bakou et Neveu qui ont devancé Oriol, lui-même suivi de Jean-Claude Olivier à l'arrivée de l'étape. Accueil, comme vous le voyez, triomphal dans les villages. Il s'est passé la même chose pour les voitures. La Range Rover de Zaniroli da Silva a brillamment remporté l'étape devant un autre équipage obstiné, celui de Cowan Sayer sur Pajero. Madge n'en continue pas moins à garder la tête et les frères Marot sont tranquillement 5e, mais à plus de 4 heures du leader. Le rallye se rapproche chaque jour de Dakar. Nos liaisons avec l'avion Thomson TF1 en seront facilitées et nous pourrons vous donner un récit plus complet des étapes. Hors course, un accident aurait pu aujourd'hui être grave. Le DC-3 de la mission médicale belge a dû se poser en catastrophe à la suite d'une panne moteur. Équipage et passagers sont indemnes, mais l'avion a été totalement détruit par le feu. L'étape d'aujourd'hui n'était pas sportive, mais diplomatique. En effet, poursuivant son périple africain, le rallye effectue aujourd'hui une visite officielle à Conakry, la capitale de la Guinée. Et c'est par milliers que les Guinéens se sont massés au bord des routes pour applaudir le rallye. Il faut dire que l'accueil de la Guinée a été exceptionnel. Certes, des instructions officielles avaient été données, mais tous les concurrents ont été frappés par la gentillesse et le sens de l'hospitalité de la population. Les véhicules se sont rangés en bon ordre sur la grande place de Conakry, où le Premier ministre devait prononcer l'allocution de bienvenue. Comme nous sommes dans un pays socialiste, tout a commencé par les slogans en vigueur. Pour la production, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, honneur, victoire, gloire, vive le président exécuté, donc vive le président exécuté, vive le rallye Paris-Alger-Dakar. Après les discours d'usage, le Premier ministre devait répondre aux questions de Christian Mandriti sur la signification du passage du rallye en Guinée. Eh bien, M. Saline, la Guinée vous dit voilà. La Guinée, la voilà. Monsieur le Premier ministre, le président Sékou Touré a tenu particulièrement à ce que le rallye Paris-Dakar passe en Guinée. Pouvez-vous nous dire pourquoi? La raison est bien simple. D'abord parce que M. Thierry Sabine l'a exprimé avec conviction. Elle a pu convaincre le président de l'utilité d'un pareil contact. Et aussi parce que notre président, c'est jamais très aujourd'hui très grand sportif. Pour un amateur de pareil chose. En plus de cela, nous savons que le passage d'une caravane aussi importante que celle que carry le rallye à travers notre pays, c'est un facteur de contact, c'est un facteur de connaissance de notre pays. Et là, c'est traduit seulement, je m'excuse auprès des journalistes, c'est ceux qui traduiront au peuple de France ce que c'est que la Guinée. Mais tous ceux qui vont traverser ce pays, les cérémonies officielles ont été clôturées par le défilé aérien des hélicoptères du rallye, filmé depuis celui de TF1. Puis,
Par petits groupes, les concurrents ont pris la route pour rejoindre l'Abbé, la capitale du Fouta-Djallon. Cette région, une des plus belles d'Afrique, est aussi baptisée le château d'eau de l'Afrique occidentale. En effet, tous les grands fleuves de la région naissent ici. Ce soir, tous les concurrents sont regroupés à l'Abbé. Demain, une vraie spéciale les attend, mais il est peu probable que cette avant-dernière étape change le classement. En effet, les leaders sont solidement installés en tête. Mais la casse est toujours possible. Rien n'est jamais gagné avant l'arrivée. Autant vous l'annoncer tout de suite, aujourd'hui, pas de bouleversement dans le classement aussi bien côté moto que côté auto. Gaston Raillet et René Medj sont toujours en tête. Avant de revenir sur cette spéciale où alternaient piste rapide et zone de trial, jetons un petit coup d'œil du côté de ceux sans qui le Dakar ne pourrait raisonnablement se courir, les toubibs. Sur le plan médical, le Paris-Dakar, ça représente quoi? Ça représente beaucoup d'hommes, ça représente 22 médecins qui sont espacés dans 10 véhicules. Dans chaque voiture, il y a 2 médecins, un anesthésiste et un chirurgien. Et dans 2 hélicoptères, il y a un anesthésiste dans chaque hélicoptère. Donc ça fait 22 personnes, 10 véhicules, 2 hélicoptères. À 2 jours de l'arrivée, est-ce qu'on peut déjà dresser un petit bilan? Oui, bien sûr, on a environ une trentaine de blessés qu'on a évacués, et le plus grave étant une fracture ouverte de l'humérus et une double luxation, dont une ouverte de la jambe. Donc le bilan est globalement satisfaisant et relativement faible par rapport à l'année dernière et surtout les années précédentes. Le temps moyen d'intervention pour un blessé? Alors c'est très variable. Lorsque l'alerte a été donnée par radio, c'est-à-dire lorsqu'un concurrent a rencontré un véhicule médical devant, parce qu'il est hors de question que les véhicules fassent demi-tour, lorsque l'alerte a été donnée et transmise par radio au véhicule qui suit à l'hélicoptère, c'est assez rapide. Le problème, c'est la transmission de l'information. Beaucoup de concurrents voient leurs camarades à terre, s'arrêtent et lorsqu'ils roulent après, ils oublient de passer l'information. Donc le délai est dû à ça. Une fois que l'alerte est donnée, l'hélicoptère arrive très très vite sur les lieux. Il y a certains accidents où les gens ont attendu 1 heure, d'autres où le hasard a voulu qu'ils attendent même pas 10 minutes. Pour Auriol, c'était 6 minutes qui le séparaient ce matin de Gaston Raillet. Et ce soir, l'écart a encore augmenté, malgré tous les efforts d'Hubert. Difficile de lutter avec un champion du monde de cross. En fait, aujourd'hui, c'était la dernière grande spéciale de ce rallye. À l'arrivée, Gaston Raillet. Comment ça va? Ben ça va bien, la moto marche pas trop mal maintenant, elle va bien. Vous n'étiez pas content ce matin? Non, parce qu'elle n'allait pas. Et ils ont modifié. Elle n'est pas super rapide, mais il y a l'air qu'elle est solide, qu'elle est efficace. Et j'ai tiré le maximum de mieux de la moto et je crois que ça va. Vous avez signé un pacte de non-agression avec Hubert Auriol? Oui, je n'attaque pas, je roule calme. Et Hubert ne va pas venir vous chercher, vous en êtes sûr? Je ne sais pas. Je crois peut-être que oui, il va essayer de gagner, mais enfin, moi je roule calme. Arrivée d'Hubert Auriol, sauf surprise, la cause est entendue. De son côté, le petit Gaston tente de remettre en route sa grosse BM. Le démarreur électrique doit être en panne. C'est ça aussi le Paris-Dakar. Allez, qu'est-ce qui pousse? Attends, monte. Je vais monter dessus. Allez, au plus. Allez, hop. Allez. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant que les vedettes répondent aux interviews et prennent leur douche quand douche il y a, les autres, les privés, les obscurs, sont encore sur la piste pour de nombreuses heures. Pour eux, ce qui compte, c'est d'arriver. Côté auto, l'insolente démonstration de Medj et de sa Porsche continue. À quelques centaines de mètres derrière lui, fidèle garde du corps, voici X, dont la voiture est bourrée de pièces au cas où. À certains moments, c'est un peu les Champs-Élysées à 6 heures du soir. Cowan et Zaniroli.
Voici Colsoul et Lopez, les Belges, et la vaillante Opel. Ils sont 4e, mais bien fatigués tous les trois. Voici Renders et Verhoeven, les forcenés du sidecar, toujours classés mais à 61 heures du premier. 5e, les géniaux bricoleurs, les frères Marot avec leur R18 break un peu chiffonné. Mais j'avais cru voir un motard au début du plan. Ouf, le revoilà. Le feuilleton quotidien du Paris-Dakar se termine. Demain, rendez-vous pour l'avant-dernière étape, Tambacounda, Saly-Portudal. Hier soir, à Tambacounda, au Sénégal, le parc concurrent éclairé par la pleine lune était très animé. Après les étapes ultra-cassantes de Guinée, les assistances avaient fort à faire. Chez BMW, on a pratiquement course gagnée. Gaston Rayet semble avoir toutes les chances de contrôler Hubert Auriol jusqu'à l'arrivée. Raymond Loiseau, le 3e pilote de l'écurie allemande, prépare avec beaucoup de soin le tracé de l'étape d'aujourd'hui. Près de 400 km pour rejoindre Saly-Portudal, l'avant-dernière étape du rallye. Sur la course, les nuits sont courtes, on se couche relativement tard et on se lève avant l'aube pour assister au briefing concurrent. Près de 20 jours de course, largement de quoi épuiser le pilote le plus aguerri. Puisqu'on parle de courage, énorme coup de chapeau aux pilotes des sidecars. Ici, Mocar et Fèvre, plus de 150 heures de retard sur les premiers, mais ils rejoindront Dakar. Bravo aussi pour les 2 Visa Citroën. Ces 2 petites autos ont fait forte impression durant toute la course. À peine plus de 100 chevaux, mais une vélocité et une fiabilité étonnantes. Le document du jour, le voilà. Suivez bien la Mercedes prototype de Gérard Plançon. Le pilote marisien a mangé du lion. Il veut absolument gagner une étape avant Dakar. Il doit doubler à tout prix les autres concurrents. Les frères Marot vont faire les premiers les frais de l'affaire. Malheureusement, sur la piste, il n'est pas toujours facile de s'écarter pour laisser la place aux autres concurrents. Mais la piste va se dédoubler, excite les frères Marot. Après les rats du désert, c'est le tour de Cowan, actuellement 3e au général. Le sort de l'anglais va être vite réglé et sans bavure. Pour Plançon, maintenant, il ne reste plus devant que la Porsche de René Medge et la Range Rover de Zaniroli. Et l'attaque continue. Gérard va commettre une faute, il heurte de la roue arrière une grosse pierre, et c'est le tonneau. Gérard Plançon et son fils sortiront indemnes de l'accident. L'auto, remarquablement bien préparée, du point de vue sécurité, va les protéger parfaitement. Regardez, en cas d'accident, presque tous les concurrents s'arrêtent. C'est une règle non dictée du Paris-Dakar. Deuxième au classement général auto, Patrick Zaniroli ira plus loin en essayant de remettre la Mercedes sur ses roues. Il n'y arrivera pas, mais ne vous inquiétez pas pour Plançon. Plus tard, il reprendra la route. Ce soir, à Saly-Portudal, Gérard se prépare à rejoindre Dakar, premier pilote privé sur le podium. Pour Patrick Zaniroli, la journée n'était pas finie pour autant. Paul Costantini, du haut de son hélicoptère, a surpris la Range Rover complètement perdue en cette région semi-désertique. Les pistes se croisent et s'entrecroisent et il est très facile de perdre complètement son chemin. Mais ce n'était qu'une péripétie de plus dans ce Paris-Dakar. Patrick est lui aussi ce soir à Saly-Portudal. Colsoul et Lopez amèneront, maintenant c'est presque sûr, leur Ascona 400 sur le podium. Pourtant, à quelques heures de l'arrivée, d'autres pilotes vont voir tous leurs espoirs s'écrouler. En nous posant sur l'aéroport de Kaolack, nous avons rencontré Dominique Maignan. Qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui, Dominique? J'ai fait un tonneau dans la liaison juste après la spéciale. On s'est déconcentré un petit peu. On était en train de discuter tous les deux et il y a une cuvette qui est arrivée et puis on est parti en travers dedans. Puis j'ai pas pu le rattraper, puis on a versé. Pourtant, vous voyez déjà à Dakar.
Bah oui, vous voyez déjà à Dakar, c'est un petit peu le propos de notre discussion. C'est grave, votre copain? Non, je pense pas. D'après les médecins, il aurait une clavicule et puis une côte. Ça lui fera un peu mal, d'après ce qu'on m'a dit. Pour le plaisir, regardez presque une dernière fois la Porsche 4 roues motrices de René Medge. Cette auto préfigure la nouvelle groupe B que l'usine engagera prochainement en championnat du monde des rallyes. Cette auto fera d'après René dans les 530 chevaux. Le Dakar aura été pour elle le plus formidable des bancs d'essai. Gaston Rayet, le champion du monde de cross, pour sa deuxième participation à cette course, va lui aussi monter sur la plus haute marche du podium. Dommage pour Hubert Auriol qui va finir deuxième, mais Gastounet cette année était vraiment le plus fort. Rendez-vous donc demain. Les concurrents du Paris-Dakar, les derniers 80 km de plage avant l'arrivée, sont plus folkloriques que vraiment importants pour le classement. Pourtant, chaque année, quelques pilotes se font la chaleur de leur vie en noyant le moteur de leur moto dans les vagues de l'océan Atlantique. Cette mésaventure, vous le verrez plus tard, elle est arrivée cet après-midi à Hubert Auriol, le deuxième du classement général moto. Mais ne vous inquiétez pas pour Hubert. Aidé par Raymond Loiseau, il a rejoint l'arrivée. Fabuleux vainqueur, Gaston Rayet, belge, 35 ans, 3 fois champion du monde de motocross en 125 cm3, n'a pas été impressionné par les 220 kg de la grosse BM. Succès donc de groupe pour la marque allemande puisque Raymond Loiseau accroche la 5e place à son palmarès. Bravo à Véronique Anquetil qui a permis à Yamaha, très malchanceux cette année, d'apporter à la marque japonaise la Coupe des Dames. Finir 15e d'une telle course est véritablement une performance de choix. Voilà, nous sommes à l'arrivée. Gaston va donc remporter ce Paris-Dakar devant Hubert Auriol et Philippe Vassard. I'm very happy. Hubert, alors deuxième, c'est une fabuleuse place, mais c'est pas trop triste quand même? Ah non, je suis super content parce que je trouve que je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Gaston parce qu'il a fait une super course, il a prouvé que c'était un très très grand champion. Et je suis très content de faire deuxième derrière lui. C'est quand même, il a été 3 fois champion du monde du cross, c'est pas rien. Et je pense que pour BMW, c'est absolument fantastique. On fait premier, deuxième et 5e. Il y avait 3 motos au départ, il y a 3 motos à l'arrivée. Je crois que vraiment, on pouvait pas espérer mieux. Fabuleuse victoire de l'industrie allemande, autant en auto qu'en moto. Mais je pense que c'est non seulement une victoire de marque, mais c'est surtout une victoire des hommes. Et je voudrais absolument associer Raymond qui est derrière, qui m'a aidé. Je viens de faire un fabuleux vol plané dans la mer. Et encore une fois, il était là pour m'aider à repartir. Et voilà, on est là. Tu avais une chance de battre Gaston? Non, la preuve, je veux dire, je suis derrière lui. Bon, je suis très content. Je suis derrière lui à 10 minutes, c'est rien. Mais c'est 10 minutes, c'est tout, c'est la course. Alors Gaston, oui. Est-ce que le Paris-Dakar est devenu un motocross géant? Mais non, c'est tout simplement le Paris-Dakar. C'est une épreuve fantastique et bon, je l'ai gagné et je pense que c'est quelque chose de fantastique pour moi. Qu'est-ce que tu préfères, gagner un championnat du monde de motocross comme tu l'as déjà fait ou gagner un Paris-Dakar? Ah ben pour l'instant, après avoir gagné un championnat du monde de motocross, je pense que c'était fantastique de gagner le Dakar parce que c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose de... Je pense que c'est même beaucoup plus dur que de gagner un motocross, championnat du monde, de gagner le Paris-Dakar. Alors finalement, quels ont été vos rapports avec Hubert Auriol? Ah mais mes rapports avec Hubert Auriol ont été ce qu'on peut de meilleur. Nous sommes toujours bien entendus et d'ailleurs ça a été un peu l'homme qui a fait la victoire parce que c'est toute son expérience que j'ai pu profiter et qui m'a fait, disons, gagner la course. Autre grande figure du Paris-Dakar, René Medge a mené la course pendant 17 jours après les ennuis de Jackie X en Algérie. Associé à son fidèle mécanicien et coéquipier Dominique Lemoine, René a remporté sans bavure cette 6e édition du rallye. On a dit qu'il avait été taillé sur mesure pour les Porsche et les BM. Non, je ne crois absolument pas. Effectivement, on a pris un gros avantage dans le Ténéré, dans les parties désertiques où la Porsche s'exprime vraiment bien. Mais tout le monde pensait qu'on allait manger notre pain noir sur la Guinée, même sur la Haute-Volta. Et il s'est avéré le contraire. C'est qu'on a quand même fait des scratchs sur des parties très difficiles et très cassantes. Cette victoire de Porsche, cette victoire d'une nouvelle génération de voitures va changer beaucoup de choses dans le Dakar? Moi, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas parce que la victoire de Porsche, c'est certainement, bon, effectivement, une bonne voiture, mais c'est surtout la victoire d'une équipe, d'une équipe de mécaniciens, une équipe solide. Et je crois que beaucoup d'autres équipes, même des équipes privées, peuvent avoir une équipe aussi soudée et aussi solide. Je vous ai trouvé très très nerveux sur la fin de course. Pourquoi?
La responsabilité est grande quand on a la chance d'être choisi par une maison comme Porsche et par Jackie et qu'on est en tête depuis près de 17 jours, ça commence à peser. Voilà, prochain rendez-vous en 85, mais ce que les aventures africaines intéressent se rassure. Dans quelques mois se déroulera le rallye de l'Atlas, puis le rallye d'Algérie, avant de passer en Tunisie et en Égypte pour le rallye des pharaons.